vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Nous vivons dans un monde où le plastique est partout. Cette matière fantastique issue de l'industrie pétrolière est souvent à usage limité ou même unique. C'est pourquoi il génère de nombreux déchets, des déchets dont plus de 90% ne seront pas recyclés. Un récent rapport du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, faisait le point sur les exportations et les importations de déchets plastiques au Canada. Nos centres de tri débordent et de nombreuses matières plastiques ne trouvent plus preneurs, sont incinérés ou entreposés au loin dans d'autres pays. On se souvient que fin 2017, la Chine mettait fin à ses importations de déchets plastiques en provenance du Canada et de nombreux pays et que le Canada a dû trouver d'autres filières pour entreposer et gérer tous ces encombrants déchets. Donc le rapport du CIRANO rapporte que les exportations canadiennes de déchets plastiques s'élevaient à 175 milliers de tonnes en 2022. Le Canada en importe davantage qu'il en exporte, étonnamment. 95% des importations de déchets plastiques proviennent des États-Unis. Évidemment, il ne s'agit pas du même plastique. Avec plus de 1,7 milliard de tonnes de déchets plastiques issus des pays de l'OCDE qui prennent la route et le bateau vers des pays tiers au sud via des courtiers de déchets. C'est un commerce qui est parfois illégal, qui consiste à balayer dans les pays les plus pauvres nos déchets devenus ingérables et ce qui contribue à dégrader l'environnement ailleurs en bonne conscience. Alors, que faisons-nous de nos déchets plastiques non recyclés, non traités au Québec? Pour le savoir, restez là. Bienvenue à Je vote pour la science. Le plastique, c'est fantastique, mais les déchets plastiques le sont beaucoup moins. La production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et 2020 pour atteindre 460 millions de tonnes par an, ce qui génère une montagne de déchets. Beaucoup sont à usage unique ou peu recyclés par les consommateurs. Que deviennent nos déchets plastiques? Donc, pour en parler, je suis en compagnie de Sophie Bernard. Elle est chercheuse principale au développement durable et agroalimentaire à CIRANO et directrice scientifique au Réseau québécois de recherche en économie circulaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on est en compagnie aussi de Saba Khan, qui est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki. Bonjour. Bonjour. Donc, un récent rapport du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, mettait récemment en lumière la destination de nos déchets plastiques. Les exportations canadiennes de déchets plastiques s'élevaient à 175 milliers de tonnes en 2022. Après le retrait de la Chine, comment gérons-nous ce type de déchets? En d'autres mots, que deviennent tous ces déchets plastiques? Donc, pour commencer, Madame Bernard, avec vous, rappelez-nous ce qui a provoquer la chute de l'exportation des déchets vers la Chine ou le retrait de la Chine? Oui, donc vous faites référence à un rapport qui a été conjointement écrit avec Julien Martin et Florence Lapointe. Donc, ce qu'on voit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Chine elle avait l'ambition depuis très longtemps là, de s'extraire de l'importation de déchets de plastique. Donc, elle était historiquement là, une très, très grande importatrice de déchets de plastique. Elle avait déjà en 2013, avec une politique qui s'appelait le Green Fence, commencé une activité vers le retrait de l'importation de déchets de plastique, ce qui s'est plus ou moins concrétisé avec le temps, mais elle a récidivé à la fin de 2017 en coupant ses frontières, en fait, en énonçant qu'elle importerait dorénavant que des matières plastiques de très haute qualité. Mais la plupart des exportateurs, là, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, là, on n'avait pas la qualité requise pour continuer les exportations vers la Chine. Et drastiquement, on s'est retrouvés, nous, à accumuler, vous vous souviendrez peut-être de cette époque-là, accumuler les ballots de plastique et de matières recyclables dans dans les stationnements des centres de tri. Donc, il a vite fallu trouver des marchés alternatifs. On a trouvé d'abord, on a augmenté nos exportations vers les États-Unis. Ça a été la solution, une des
première solution, et vers le reste de l'Asie du Sud-Est, par exemple la Malaisie ou l'Inde. Or, l'Asie du Sud-Est s'est retrouvée très rapidement avec une augmentation là, drastique de leur des matières qui étaient exportées vers ces destinations. Donc, pour on a déplacé le problème capacité, oui, c'est ça. Ils ont vite, eux aussi, entrepris de mettre des politiques plus restrictives là, pour revenir à un niveau, disons, plus normal d'importation de matières. Donc, vraiment, là, ce qui s'installe, c'est une croissance de nos exportations vers les États-Unis et une croissance de ce que nous traitons localement, là, ce qui peut s'apparenter à ça. Là. Donc, on traite de plus en plus nos déchets de plastique localement. Oui, Madame Khan, c'est une ressource, les déchets plastiques, et c'est un problème? Oui, c'est un problème. Je pense que on a tendance de voir la pollution plastique comme étant un problème de gestion des déchets, mais c'est vraiment un problème intersectionnel contribuant à la crise climatique, à la perte de la biodiversité, à la pollution des eaux, des terres, de l'air. C'est un problème aussi qui touche à la sécurité alimentaire si on pense à la pollution plastique et ses impacts dans les régions nord comme l'Arctique. Il y a plusieurs de substances toxiques qui sont utilisées dans la fabrication des plastiques. Et donc, si on prend en considération les émissions provenant de la production, aussi la pollution toxique provenant de la pollution provenant de la production des substances pétrochimiques, ça devient un problème vraiment mondial et touchant vraiment la santé humaine, santé planétaire. Donc, je pense que c'est encourageant que les gouvernements mondiaux, il y a à peu près 175 gouvernements qui ont décidé de s'attaquer au problème via un traité. Donc, c'est un traité qui est en négociation en ce moment. On prévoit un texte final pour adoption vers la fin de 2024. Mais disons que c'est une première étape à vraiment résoudre ce problème de façon holistique et avec tout le monde autour de la table. Oui, c'est un problème surtout en raison de la surconsommation des pays riches, tout par-delà. Puis ce sont souvent aussi des plastiques à usage unique dont on ne sait pas quoi faire finalement. Oui, absolument. Parmi les 400 millions de tonnes de plastique qu'on produit, l'ONU estime qu'il y a à peu près 2/3 de ces plastiques qui sont vraiment à courte durée de vie. Et donc, je pense que c'est surtout un problème de surconsommation dans les pays riches. Au Canada, en Europe, on utilise à peu près 20 fois plus de plastique par habitant que dans les pays en développement. Et si on pense vraiment aussi aux impacts sur les communautés locales, aux États-Unis, par exemple, il y a vraiment il y a une expansion de l'industrie pétrochimique. Et dans l'État, par exemple, de Louisiane, on y trouve 150 installations pétrochimiques et raffineries implantées dans un endroit qu'on appelle l'allée de cancer. On voit aussi une augmentation de la pollution atmosphérique dans cette région qui est associée à des taux de cancer plus élevés dans les communautés pauvres qui habitent dans ces endroits-là. Donc, il y a un côté de justice environnementale et qu'il faut aussi prendre en considération quand on pense à la chaîne de plastique. Il faut absolument réduire la production de plastique vierge, des polymères vierges, parce que non seulement cette production n'internalise pas les coûts actuels de la pollution, mais ça génère beaucoup, ça contribue à le problème d'émissions. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Bernard, j'aimerais voir avec vous comment ils sont traités, comment ils sont gérés, tous ces plastiques finalement qu'on importe un peu et qu'on exporte, mais j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes qu'on exporte et qu'on importe. Expliquez-nous. Oui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on exporte du plastique, mais on en importe presque autant en quantité là, du plastique recyclable. Et une des différences qu'on constate, c'est que en fait, ce qu'on peut
c'est une hypothèse là, parce qu'on n'a pas exactement la caractérisation des plastiques qu'on envoie et qu'on reçoit, mais une des hypothèses, c'est que les plastiques que nous exportons sont de moins bonne qualité que les plastiques que nous importons. Ce qui tendrait à dire que dans bien des cas, on ne réussit pas à avoir des ballots de plastique de suffisamment bonne qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que nos ballots de plastique sont contaminés par d'autres matières et donc ça rend très difficile le recyclage. Et donc, on exporte ces ballots et on importe des ballots qui sont de meilleure qualité. Donc, c'est l'hypothèse que nous faisons. Il y a peut-être une partie de ça qui est expliquée aussi par le fait que la promiscuité de certains exportateurs, par exemple aux États-Unis, qui fait que c'est plus pratique d'importer d'un voisin, qui est proche, là, que oui, c'est ça. Mais en fait, ce sont des chiffres qui restent très obscurs parce que on a très peu de données sur déjà les échanges entre les provinces canadiennes. On a des chiffres vers l'international, mais ce qui se passe à la maison, on est moins certain. Et la qualité de ce qu'on exporte aussi, tout ça, ça reste très obscur. Et si je peux me permettre un peu pour compléter ce que disait Mme Khan, à propos de la toxicité, un des enjeux majeurs, c'est l'exportation illégale de nos matières plastiques. Il y a, par exemple, une émission d'enquête qui a révélé l'année dernière qu'on exportait des matières en fait des ballots de papier qui étaient fortement contaminés avec des matières plastiques parce que, justement, à cause de ce problème de qualité. Donc, on a des ballots de papier qui contiennent 20-30% de matières plastiques, par exemple, ou d'autres matières qui sont exportées illégalement. Illégalement, pourquoi? Parce que si on prend l'exemple du reportage d'enquête, c'était des ballots qui étaient exportés vers l'Inde. L'Inde a une politique nationale qu'ils importent ces ballots de papier seulement s'ils sont contaminés à moins de 2%. Et nous, on envoyait des ballots qui étaient contaminés très au-delà de ça. Donc, ce problème de qualité entraîne ce problème d'exportation qui deviennent illégales dans le contexte ici. Et ça, c'est très difficile à mesurer parce que, évidemment, on ne suit pas, on n'a pas de données là-dessus sur les exportations illégales, là, sinon mais on en ferait autre chose. Mais on sait qu'elles existent. On sait qu'il y a une partie conséquente de nos matières plastiques qui traversent de malversation, finalement. De malversation. Mais quand on regarde nos plastiques à la maison, on se rend compte de plus en plus les emballages sont mixtes. C'est-à-dire que c'est pas du plastique 0,1 par exemple, c'est plusieurs plastiques mélangés, c'est du plastique avec du papier. Les emballages, par exemple, des poches de thé, c'est pas du papier, c'est pas du plastique, c'est un peu des deux là aussi. Donc c'est difficile finalement. On voudrait bien faire et le recycler, mais où le mettre? Ça devient un déchet finalement irrécupérable. Oui, Éco-Entreprise Québec, qui est l'organisme qui gère, qui représente les entreprises qui émettent des plastiques sur le marché, en fait, qui émettent des matières qui est gérée là, par la responsabilité élargie des producteurs, qui est la politique qui, nationale. Nous en avons une au Québec. Il y en a plusieurs modèles similaires au travers le Canada, mais c'est la politique qui gère les matières qui vont dans notre bac bleu, finalement. Mm-hmm. Et eux, dans leur système de tarification, ils souhaitent donner des tarifications qui reflètent un peu la complexité des emballages. Donc, c'est une tâche qui est très ardue à faire, mais effectivement, ce qu'on voudrait, c'est développer des incitatifs pour que les entreprises qui émettent des emballages, j'ai un boîtier en carton avec une fenêtre en plastique, donc si c'est très complexe, les gens soit ne le mettent pas dans le bon bac. Des fois, ça irait normalement vers les déchets, puis on le met au recyclage ou l'inverse. Ou dans le centre de tri aussi, c'est un vrai casse-tête. Donc, on préconise effectivement la simplicité des emballages.
Il y a un problème aussi il y a un problème de qualité, mais il y a un problème de quantité, parce que par exemple, le nouveau centre de tri des déchets à la Chine a du mal à respecter ses limites. Donc, ça devient énorme comme problème. Ça fait le boule de neige, ces déchets plastiques, j'ai l'impression. Madame Bernard? Oui, absolument. Ben, le centre de tri de la Chine, c'est un dossier complexe depuis le début. Ils ont eu des problèmes justement de contamination. Donc là, les derniers chiffres qui sont à valider, mais c'est qu'ils auraient réussi à réduire le taux de contamination du papier à 10 alors qu'il partait de 35 de taux de contamination, mais 10 ça reste bien au-delà de des la 2 norme. de Oui, l'Inde. c'est ça. Exact. Bon, apparemment, le centre de tri à Saint-Michel aussi essaie de travailler sur... et eux, ils ont annoncé qu'ils avaient réduit le taux de contamination à 2 mais c'est pas encore validé. En fait, les dernières informations que j'ai eues, c'est que c'était pas encore validé par la Ville de Montréal. Donc, ce sont des chiffres qui sont très difficiles à avoir. En réalité, avoir les dessous finalement de tout ça, c'est ça. Hein? Donc, et la traçabilité et ce qu'on garde versus ce qu'on exporte dans le passé, c'était connu et c'est probablement le cas encore, mais que ce qu'on exporte, c'est vraiment les ballots de moins bonne qualité. Et ce qu'on garde au Québec, c'est les ballots qu'on réussit à avoir de meilleure qualité. Là. Entendu. Madame Khan, c'est aussi un problème de comportement, tous ces déchets plastiques. Comment diminuer à générer toute cette pollution plastique, finalement, cette grosse quantité? C'est vrai que c'est un problème de comportement individuel, mais je pense que ça tombe vraiment sous les gouvernements de créer des paramètres pour la production du plastique, l'utilisation et l'élimination. Et vous avez raison que en fait la surconsommation, il faut absolument réduire cet aspect des plastiques. Depuis les années 70, je pense que le taux de production a augmenté plus rapidement que celui de tout autre matériau. Et on prévoit que si ces tendances historiques de croissance se poursuivent, la production mondiale de plastique primaire pourrait atteindre jusqu'à 1,1 milliard de tonnes d'ici à 2050. Donc, ça ne va pas nécessairement se résoudre à travers le recyclage seulement. Donc, je pense que le paradigme de l'usage unique, c'est vraiment une tendance inquiétante et il faut s'attaquer à ça parce que même... le fait que à peu près 2/3 ou 40% du plastique est vraiment juste utilisé pour l'emballage, ça démontre qu'il y a vraiment un problème dans le paradigme de production. Donc, j'espère que ce traité qui est en négociation va prévoir un plafond sur la production de plastique. Récemment, on a eu la COP 15 à Montréal. Et puis, on voit aussi une des cibles de l'accord Cumul Montréal négocié à la COP 15 prévoit la prévention, la réduction et l'élimination de la pollution plastique. Donc, il faut penser aux mesures vraiment à chacune de ces étapes. Oui, où est-ce qu'on en est de ce traité? Ça, c'est en mars 2022. 175 pays se sont engagés donc lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. C'est un objectif très ambitieux. C'est très ambitieux. En fait, on espère un accord qui va nous aider à non seulement régler le problème des émissions GES provenant de cette industrie, mais aussi pollution atmosphérique, pollution de la santé humaine. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qu'il faut vraiment inclure dans le traité. Il y a à peu près 5 séances de négociation prévues entre 2022 et 2025. On a vu une première ébauche du traité après la deuxième séance de négociation à Paris. Et je dois avouer que c'était assez difficile. C'est un processus dans lequel il y a quelques pays qui sont producteurs de pétrole, qui ont vraiment un intérêt fort aussi. Donc, en même temps, je pense que on voit aussi la volonté de la population et la volonté des entreprises de changer les paradigmes de production, de consommation. Juste avant la conférence de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, il y avait
à peu près une 70aine d'entreprises qui ont appelé pour un pacte mondial visant à réduire la production de plastique et à dissocier les plastiques des combustibles fossiles. Donc, je pense que les solutions restent au niveau de stimuler directement l'investissement dans la recherche et le développement de méthodes technologiques, finalement. Exactement. Mais aussi vraiment au niveau du comportement. Il faut sensibiliser le public sur les impacts réels des plastiques et il faut faire comprendre aux gens que c'est vraiment un problème qui touche à absolument, puis à la biodiversité, à la santé humaine. À la planète, donc c'est ça. Hein. Madame Bernard, parlez-moi peut-être justement de la technologie d'agri-récup, les récupérateurs de déchets, et pourquoi c'est pas la solution de tous les déchets plastiques? En fait, je pourrais pas vous parler de Agri-Récup en particulier, mais je sais qu'ils ont été mandatés récemment par Recyc-Québec pour le recyclage d'utilisation de plastique dans l'agroalimentaire. Et en fait, plus largement, là, si on prend un pas de recul par rapport à cette entreprise en particulier, une des stratégies de Recyc-Québec, mais en fait de la gestion de ces matières là à travers le monde, là, une des stratégies qui était employée, c'était de désigner des recycleurs qui étaient officiellement recycleurs pour tel type de filière, etc. Et ce que ça a entraîné, c'est une concentration du marché, c'est-à-dire une réduction de la concurrence dans ces industries. C'est ce qu'on a constaté. En fait, toute la filière recyclage au sens large, là, que ce soit la collecte, le tri, le recyclage, à une époque, on voyait beaucoup de petites initiatives, des entreprises familiales, des entreprises locales qui se débrouillaient avec certains flux de matière. Et pour gérer tout ça, on a désigné des entreprises officielles qui étaient mandatées, etc. Et donc, on a réduit les possibilités de gérer autrement les flux. Oui, local, finalement. C'est ça. Oui, c'est ça. Les petites initiatives locales, l'entreprise d'insertion sociale qui récupère et qui transforme. Donc, la tendance actuelle en Europe, c'est de plus en plus, non pas de désigner des recycleurs uniques comme dans le cas présent, mais plutôt de prendre l'ensemble des parties pour trouver des solutions qui sont pas des solutions à l'emporte-pièce pour l'ensemble d'un territoire, mais plutôt d'aller travailler avec les collectivités pour comprendre ce qui se passe dans leur économie, etc. Donc, oui, de faire des multipistes finalement, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Et c'est un problème important, là, la concentration du marché dans ce secteur et ça contribue finalement à ce problème. C'est un des problèmes sérieux finalement, c'est que nous, le Canada et les pays riches en général, c'est qu'on n'est pas capable de gérer nos déchets. Donc, on repose très fortement sur les exportations et sur le fait que on exporte vers des pays qui ont où les travailleurs ont des conditions de travail qui respectent pas nos normes du tout, qui respectent pas non plus l'environnement comme on le ferait ici. Donc, on balaye finalement. On balaye notre problème dans la cour des autres. En mode solution, pour terminer, peut-être, est-ce qu'on sait bien trier nos déchets plastiques soi-même? Et est-ce qu'on connaît bien la consigne, finalement, ou la consigne élargie? Peut-être, Madame Khan? Oui, alors, je pense que la solution reste d'abord dans ce concept de la responsabilité élargie des producteurs. C'est vrai que notre gestion de la façon que nous gérons le recyclage n'est pas idéale, mais je pense que il faut pas mettre l'emphase toujours sur le recyclage. Il faut vraiment regarder les systèmes, les prix de combustible et les matières premières qui doivent refléter la valeur réelle du marché dans le processus de production. Il faut prendre des mesures réglementaires efficaces pour réduire les émissions de CO2 dans la production, des normes strictes aussi en matière de qualité de l'air dans la production de plastique. Et puis ensuite, au niveau de l'utilisation, il est important de sensibiliser
les consommateurs ont mis avantage du recyclage, mais en même temps de vouloir exiger de leur gouvernement d'autres modes de consommation. Et puis, il faut aussi concevoir des produits en tenant compte de leur élimination. C'est ça le problème. Pendant très longtemps, et c'est une tendance qui était depuis les années 70, on voit que avec nos déchets hasardeux, on n'était pas capable, c'était moins cher de les traiter dans les pays plus pauvres, donc on les envoyait là-bas. Même nos déchets électroniques, on n'a pas des systèmes ici. Donc vraiment, c'est un problème plus large que seulement les plastiques et ça touche vraiment à la au commerce international. Il y a un rôle à jouer aussi dans la transparence. On ne sait pas quels sont les produits plastiques, quels sont les produits substances chimiques dans les plastiques. Donc, il faut vraiment agir à ce niveau-là aussi, exiger plus de transparence dans ce qu'on consomme. Et après ça, je pense que c'est facile de faire ces choix-là pour les consommateurs. Oui. Madame Bernard, un mot rapide pour terminer. Oui. Plutôt que réutiliser plutôt que recycler, se passer du plastique plutôt que de devoir le gérer, puis peut-être plus réglementé. C'est une question multiple, comme les plastiques. Plus réglementé. En fait, je peux peut-être citer un rapport sur lequel on a travaillé, une équipe de Polytechnique avec Équiterre. Donc, c'est un rapport Équiterre qui est sorti en février dernier sur le zéro déchet. Oui. Et on interroge les consommateurs. On a 2000 répondants à travers le Canada. Et en fait, la population, elle est prête à passer en un mode zéro déchet, c'est-à-dire utiliser le vrac, apporter ses contenants ou utiliser des systèmes de consigne pour trimballer leurs emplettes d'épicerie. Oui. Mais c'est une transformation qui doit se faire à travers l'industrie au complet, donc les détaillants, les distributeurs, etc. et aussi les producteurs d'emballages plastiques, en fait, qui doivent eux-mêmes se recycler vers d'autres. Oui, en fait, c'est une solution à multicouches aussi, là, comme les plastiques, finalement, en partant des producteurs jusqu'aux consommateurs citoyens, à veiller à ce qu'il y ait moins de plastique, finalement, dans nos vies. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. On était en compagnie de Sophie Bernard, qui est professeure à Polytechnique, qui est aussi directrice scientifique au Réseau québécois de recherche en économie circulaire. On mettra le lien vers cette ressource et chercheuse principale, donc développement durable et agroalimentaire au Cyrano, dont on vous a parlé du rapport. On mettra aussi le rapport, le petit lien en ligne. Et de Saba Khan, qui est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio BM. Vous pouvez réécouter à nouveau l'émission et la partager à partir de la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine. Portez-vous bien. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique